Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des phénomènes électromagnétiques. Nous allons plutôt parler des phénomènes d'induction, phénomènes assez complexes, mais que nous allons essayer de simplifier pour les rendre compréhensibles. Nous avons vu dans un premier cours quelques propriétés du champ magnétique, et nous avons vu que les courants étaient source de champs magnétiques. Rappel un petit peu sur ce que nous avons vu sur le solénoïde. Nous avons vu qu'un conducteur parcouru par un courant était générateur de champs magnétiques et que lorsqu'avec ce conducteur nous réalisions un solénoïde, nous avions un ensemble de lignes de champ qui apparaissaient autour de ce solénoïde, similaire à un aimant. Ici, nous vous donnons une petite astuce pour repérer les pôles nord et sud d'un solénoïde traversé par un courant. Il est assez simple, en fait, de regarder le sens de rotation du courant. Donc ici, nous avons un courant qui rentre à droite du solénoïde, qui sort à gauche du solénoïde. Si nous faisons la vue de droite, donc en tournant le solénoïde sur la droite, nous nous apercevons que le courant tourne dans le sens trigonométrique. Si nous dessinons la lettre N au centre de ce solénoïde et que nous mettons une flèche aux extrémités de cette lettre, eh bien nous nous rendons compte que les flèches vont dans le même sens de rotation que le courant. Si nous avions mis la lettre S et que nous avions mis des flèches au bout de la lettre S, nous nous serions rendu compte que nous sommes en opposition par rapport au sens de rotation du courant. De la même façon, pour la partie droite du solénoïde que nous avons donc représentée à gauche, par une rotation, vue de gauche, eh bien là nous avons mis un S et nous voyons que les flèches portées au bout de la lettre S tournent dans le même sens que le courant. Donc cette petite astuce nous permet assez rapidement de déterminer les pôles nord et sud d'un solénoïde traversé par un courant. Nous pouvons vérifier expérimentalement ce phénomène. Donc voici un solénoïde. Nous plaçons une boussole justement pour vérifier la génération du champ magnétique. Ici la boussole indique le pôle nord et puis nous allons utiliser un générateur très simple composé de 3 piles de 1,5 volts. Nous mettons le plus de ce générateur à droite, le moins à gauche, et ici nous voyons que le nord de la boussole est attiré, c'est-à-dire que sur la gauche du solénoïde, nous avons généré un pôle sud et sur la droite, un pôle nord. Si nous permutons les bornes, nous mettons le plus à gauche, le moins à droite, eh bien nous nous rendons compte que cette fois-ci que c'est le sud de l'aiguille qui est attiré. Nous avons donc créé un pôle nord à gauche et un pôle sud à droite. Donc voilà, cette expérience nous permet de vérifier cette petite simplification que nous opérons pour trouver où se trouve le pôle nord et sud d'un solénoïde. Passons au phénomène d'induction électromagnétique. L'idée est de se dire que si, lorsqu'on génère un courant dans un conducteur, celui-ci engendre autour de lui un champ magnétique, que se passe-t-il lorsque j'approche un champ magnétique d'un conducteur? La réciprocité existe-t-elle? C'est-à-dire, a-t-on génération d'un courant? Eh bien, pour cela, nous allons faire une petite expérience pour essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on amène un solénoïde dans un champ magnétique. Ici, nous avons donc un solénoïde. Nous avons une boussole sur la droite de ce solénoïde pour indiquer la présence d'un champ magnétique. Et puis, nous avons mis une sonde d'oscilloscope nous permettant de relever la tension aux bornes de ce solénoïde. Alors, nous allons prendre un aimant assez puissant et nous constatons que quand nous positionnons l'aimant, nous avons bien un champ magnétique indiqué par la boussole. Pour autant, nous ne voyons aucune tension sur l'écran de l'oscilloscope. Là encore, nous avons inversé le pôle de l'aimant, c'est maintenant le sud de la boussole. Par contre, nous remarquons que si nous faisons varier le champ magnétique, c'est-à-dire que lorsque j'approche l'aimant, le champ magnétique augmente, lorsque je recule l'écran, l'aimant, le champ magnétique diminue, eh bien nous avons apparition d'une tension. Que pouvons-nous conclure de cette expérience? Et comment déterminer le signe de cette tension? Eh bien ici, nous avons pris un moment de l'expérience où nous approchons un pôle nord du solénoïde. Eh bien quand nous approchons un pôle nord du solénoïde, nous nous rendons compte qu'il apparaît une tension positive aux bornes de ce solénoïde. Nous allons expliquer pourquoi
cette tension est dans ce sens, ce sera la loi de Lenz. Et puis nous allons aussi expliquer quelle est la grandeur de cette tension que nous avons, qui apparaît aux bornes du solénoïde, ce sera la loi de Faraday. Première remarque, nous constatons que plus la variation de champ magnétique est importante et rapide, plus la tension est importante. De même, si nous avions utilisé plusieurs aimants, nous aurions constaté que plus le champ magnétique est important, plus la tension est importante. Et de la même façon, nous constaterions qu'il y a une liaison avec la surface que nous n'avons pas expérimentée ici. Intéressons-nous à la loi de Lenz et Faraday, deux grands physiciens qui ont établi les bases de l'induction électromagnétique. Mais avant d'aller sur cette loi, je vous propose de quantifier une nouvelle grandeur, de mettre en œuvre une nouvelle grandeur qui fait intervenir justement la notion de surface. Et donc pour faire intervenir la notion de surface, eh bien, l'idée est de calculer ce qu'on appelle le flux du champ magnétique. Alors le flux du champ magnétique, le flux d'un point de vue général, est un champ de vecteurs à travers une surface. Donc ici nous avons un contour fermé en bleu, orienté, nous reviendrons sur cette orientation, sur lequel s'appuie une surface. Nous avons représenté en vert un ensemble de vecteurs champ magnétique. Pour simplifier ici, nous avons pris un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire que l'ensemble des vecteurs sont parallèles, de même direction, de même sens et de même intensité. Néanmoins, ce champ magnétique pourrait présenter des lignes de champ qui partent dans diverses directions. Eh bien, le flux sur un petit élément de surface, ici représenté en orange, peut se noter dφ égale b scalaire ds. Alors évidemment, ce vecteur ds est tout simplement la valeur de la surface ds multipliée par la normale à cette surface, pour en faire un vecteur. Donc la normale à la surface, c'est en quelque sorte la perpendiculaire au plan de cette toute petite surface. Et donc, pour connaître le flux qui traverse l'intégralité de la surface ici, qui est une calotte de sphère s'appuyant sur un cercle, eh bien, nous devons faire la somme de ces petits éléments de surface, chacun traversé par le champ magnétique B. Donc nous faisons l'intégrale sur la surface des B scalaires ds. Évidemment, ici, nous avons un champ magnétique uniforme, mais s'il ne l'était pas, B dépendrait des coordonnées x, y, z dans l'espace. Le flux magnétique est donc une nouvelle grandeur introduite ici. Elle s'exprime en Weber et est notée WB. Généralement, nous serons dans des cas plus simples que des surfaces complexes et nous allons voir ce qui se passe si nous avons une surface simple, plane, et par exemple ici nous prenons l'exemple d'une surface circulaire plane. Alors j'ai parlé de l'orientation de cette surface. Évidemment il est important, comme nous avons un vecteur surface, eh bien celui-ci il a bien une direction, nous la connaissons, c'est la normale au plan, donc si la surface est plane, c'est la perpendiculaire à ce plan. Par contre il a une direction, et cette direction, eh bien, le seul moyen de donner une direction à ce vecteur surface est d'orienter le chemin sur lequel s'appuie la surface. Donc ici, nous avons orienté le chemin en rouge dans le sens trigonométrique, et la meilleure façon de connaître, ou une des façons de connaître l'orientation du vecteur S est d'utiliser la règle de la main droite, c'est-à-dire que les doigts indiquent le sens d'orientation de la surface, et le pouce vous indiquera le sens du vecteur surface. Nous avons donc ici deux vecteurs séparés par un angle θ. Et donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, en effet, ici nous n'avons pas besoin de faire la somme des ds, vu que la somme des ds, comme nous avons un plan et non une surface qui n'est pas plane, eh bien ça représente tout simplement la surface. Et donc nous faisons directement le produit scalaire de B par le vecteur surface. Donc ce vecteur surface, je rappelle, sa direction est normale au plan, son sens répond à la règle de la main droite, et son intensité représente tout simplement la valeur de la surface. Et ce produit scalaire, comme c'est un produit scalaire de deux vecteurs écartés d'un angle θ, eh bien c'est tout simplement la valeur de l'intensité du champ magnétique multipliée par sa surface, multipliée par le cosinus de l'angle entre le vecteur B
et le vecteur S. Nous voyons donc que le flux est maximum quand B et S sont collinéaires et que le flux sera nul si B et S sont orthogonaux. Ce champ magnétique possède différentes propriétés et une des propriétés très importantes, c'est qu'il y a conservation du flux. C'est-à-dire que lorsque nous avons un ensemble de lignes de champ, si nous regardons les surfaces S1, S2 qui entourent les mêmes lignes de champ, la même quantité de lignes de champ, nous nous rendons compte que de S1 à S3, la surface augmente, les lignes de champ s'évasent et nous constatons expérimentalement que le flux à travers cette surface est toujours le même. Donc le flux à travers S1, à travers S2 et à travers S3 est toujours le même. C'est ce qu'on appelle la conservation du flux. C'est une propriété importante du champ magnétique. Cette conservation du flux nous amène à réfléchir sur ce qui se passe lorsque nous avons une surface non pas ouverte, mais une surface fermée. Ici, nous avons donc un contour en bleu orienté, et en fait, il s'appuie dessus une surface qui est fermée, une sphère. Eh bien, nous nous rendons compte que la calotte de sphère située vers le bas va avoir une orientation du vecteur surface vers le haut, et la calotte de sphère située vers le haut va aussi avoir une orientation du vecteur surface vers le haut. Donc si nous faisons la somme des produits scalaires BDS de la calotte de sphère inférieure et de la calotte de sphère supérieure, nous allons obtenir la même valeur au signe près. Donc la somme des deux nous aboutit à un flux qui est nul. Donc cette conservation du flux se traduit par le fait que le flux à travers une surface fermée est toujours nul. Là encore, c'est une propriété importante du champ magnétique. Passons à la FEM de Faraday. Nous avons vu que lorsque nous faisons varier le champ magnétique, nous avions apparition d'une tension. Il est très important de bien noter que c'est la variation du champ magnétique ou pas uniquement, on va dire plutôt la variation du flux. Alors ici, nous n'avons pas joué sur la surface du solénoïde, mais on noterait que si la surface change, la tension induite change aussi. Et donc, on parlera plutôt de variation de flux. Donc la surface peut soit varier ou bouger de position. Le champ magnétique peut varier. En tout cas, il existe plusieurs éléments qui font varier le flux. Et donc, cette variation de flux dérivée par rapport au temps va nous donner la force électromotrice engendrée dans le circuit. Nous voyons ici apparaître un signe moins. Nous allons revenir sur l'origine de ce signe moins. Reprenons notre dispositif expérimental initial. Mais cette fois-ci, plutôt que de mesurer la tension au bord du solénoïde, nous allons le mettre en court-circuit afin qu'il naisse un courant dans celui-ci. Que constatons-nous? Eh bien tout simplement, ici sur l'expérience, lorsque j'approche un pôle nord, nous avons la circulation du courant dans le sens qui est indiqué sur la figure, et si nous nous rappelons des premières explications, nous voyons apparaître sur la face avant du solénoïde un pôle nord. Donc quand j'approche un nord, le solénoïde génère face à lui un nord, c'est-à-dire qu'il cherche à repousser l'aimant. Et ça, c'est une loi très importante que Lentz a évoquée et développée expérimentalement. Et cette loi génère tout simplement un effet qui s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Nous précisons ici cette loi, c'est la loi de Lentz, que l'on appelle aussi la loi de modération Lentz. Tout simplement, cette loi indique que tout effet s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc si j'approche un pôle nord, le solénoïde génère un pôle nord pour repousser mon pôle nord. Maintenant, si j'écartais le pôle nord, le solénoïde générerait un pôle sud pour attirer mon pôle nord. Donc il va toujours s'opposer au déplacement de l'aimant. Réalisons une dernière expérience pour essayer de comprendre ces variations de flux et ces tensions induites dans les bobines. Voici le dispositif expérimental que nous allons mettre en œuvre. Donc nous prenons un solénoïde dans lequel nous allons faire circuler un courant et
nous mettons une deuxième spire autour de ce solénoïde et nous allons mesurer la tension E que l'on va trouver aux bornes de cette spire. Voici le dispositif. Nous avons toujours une boussole pour nous indiquer l'apparition du champ magnétique. Donc ici, nous prenons une spire que nous entourons autour de notre solénoïde. Nous allons, à l'aide de l'oscilloscope, mesurer la tension qui sera induite aux bornes de cette spire. Voilà. Alors, la spire sera donc traversée par un flux généré par le solénoïde qui devra lui-même être alimenté par un générateur. Donc ici, le générateur, nous retrouvons l'ensemble de nos trois piles de 1,5 volts. Nous mettons le pôle moins à droite, le pôle plus à gauche. Alors, avant, nous activons la voie de notre oscilloscope pour mesurer la tension aux bornes de ce solénoïde. Nous connectons la deuxième borne du générateur. La boussole nous indique bien qu'un champ magnétique est apparu et nous voyons qu'il n'y a aucune tension aux bornes de notre spire. Pourtant, il y a bien génération d'un champ magnétique. Alors, si nous avons été observateurs, nous avons pu remarquer qu'au moment de la connexion, il se passait quelque chose. Nous allons donc mémoriser cet instant de connexion en se mettant en mode single sur notre oscilloscope. Et ici, nous constatons effectivement que au moment où l'on connecte le générateur, nous avons une tension qui apparaît. Essayons de comprendre ce qui se passe. Donc voici la courbe obtenue lorsque nous avons connecté notre générateur. Premièrement, avant connexion, nous constatons que la tension est nulle, et quelques instants après connexion, nous constatons aussi que la tension est nulle. Eh bien, au moment de la connexion, évidemment, il y a génération d'un champ magnétique. Alors, si nous réfléchissons aux différentes équations que nous avons vues précédemment, nous avons à chaque fois constaté que quand nous avions un conducteur plongé dans le vide ou dans l'air, ce qui est la même chose pour le champ magnétique, nous avions génération autour de ce conducteur, peu importe sa forme, d'un champ magnétique qui était toujours proportionnel au courant. Donc, ce qui veut dire que ici, nous avons une tension induite qui est E égale moins dφ sur dt. Comme phi vaut B scalaire S et que B est proportionnel au courant, nous avons donc ici une image de la dérivée du courant dans le solénoïde. Si cette courbe est la dérivée du courant dans le solénoïde, nous pouvons déduire que le courant dans le solénoïde, bien, initialement, était nul, vu que le générateur était déconnecté. Au moment où je connecte le générateur, il y a donc croissance du courant. La croissance est maximum au début. Et puis, bien, comme la pente en jaune diminue, la valeur de la courbe en jaune diminue, ça veut dire que la pente diminue. Et puis, après, nous arrivons sur un régime dit établi. La tension au bord du solénoïde redevient nulle. Donc, si la dérivée est nulle, c'est que le courant est devenu constant. Mais comme notre générateur alimente notre solénoïde, c'est que le courant a atteint une valeur maximale qui est constante. Donc voici l'interprétation de cette courbe. Nous avons bien la courbe en rouge qui représente donc la primitive de la courbe en jaune étant la dérivée de la courbe rouge. Voilà, nous avons fini sur ces phénomènes d'induction électromagnétique. Nous aurons d'autres cours sur les notions d'induction et d'auto-induction et nous définirons par la suite la notion d'inductance propre. Merci pour votre attention.